après l'ami américain, l'aigle et le léopard, qui étaient les liaisons dangereuses entre l'establishment britannique et l'Allemagne nazie, De Gaulle et les Grands et beaucoup d'autres ouvrages, Éric Branca nous revient avec un livre formidable, publié aux éditions Perrin, 300 jours, 13 juillet 44, 9 mai 45, 10 mois pour en finir avec Hitler. Alors, c'est une période de l'histoire contemporaine sur laquelle on croit tout savoir, mais en réalité, on ne sait pas grand-chose. Surtout que depuis les premiers récits historiques postérieurs à la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'archives ont été ouvertes, beaucoup de témoignages ont été publiés, et on sait qu'Éric Branca aime traquer les archives, les témoignages inédits, et ce que j'ai trouvé formidable dans ce livre, c'est précisément que vous explorez les angles morts. Alors, comment vous est venue cette idée et quels sont, selon vous, les principaux angles morts de cette période? Alors, il y en a beaucoup, mais il y en a au moins un qui saute aux yeux, si on se donne la peine de regarder, c'est de se demander pourquoi la guerre ne s'est pas terminée plus tôt. Car si vous vous placez après le succès de la bataille de Normandie, qui est un succès américain absolument formidable, tout le monde, oui, vous l'appelez ça l'été américain. L'été américain, sauf Montgomery, tout le monde est persuadé dans les rangs alliés, et même dans les rangs alliés de l'Est, y compris les généraux soviétiques, que la guerre pourrait être finie à Noël. Or, elle ne sera pas finie à Noël pour plusieurs raisons, et c'est ces raisons que j'ai essayé d'explorer. Alors, il y a des raisons purement stratégiques, purement militaires, qui tiennent à des erreurs militaires, et puis il y a essentiellement des erreurs psychologiques qui ont été faites de part et d'autre, et notamment par les Alliés, qui ont cru, après l'attentat du 20 juillet, qu'on assistait à une espèce de prodrome d'un délitement du régime nazi. Or, c'est tout à fait le contraire. Alors, parlons d'abord des erreurs stratégiques. Alors, l'erreur principale, elle a été faite par Montgomery. Montgomery est un grand soldat, un grand stratège, certainement beaucoup plus cultivé militairement qu'Eisenhower. Je rends beaucoup hommage à Eisenhower, qui était une sorte de chef du personnel exceptionnel. Montgomery avait des côtés tout à fait fascinants. Mais il avait une obsession, c'était d'arriver à Berlin avant les Russes, alors qu'il savait très bien que ce n'était pas dans l'intérêt des Alliés, en tout cas, ça ne suivait pas les conseils de Roosevelt. Roosevelt avait décidé depuis Téhéran que si quelqu'un devait arriver à Berlin en premier, ça serait les Russes. Et donc, il voulait quand même forcer le destin. Et il a déclenché cette opération calamiteuse d'Arnhem. Un bond trop loin, un film d'Attenborough. Très beau film, très rigoureux d'un point de vue historique, mais auquel il manque quelque chose. C'est que, et ça on en parle très rarement, c'est que cette offensive, qui aurait dû donc faire passer le Rhin aux Alliés dès le mois de septembre 1944, pour encercler la Ruhr et donc étouffer le poumon économique et industriel allemand, non seulement ça a raté, parce que les Allemands avaient des forces considérables qui n'avaient pas donné, et la résistance néerlandaise les avait prévenus, mais Montgomery ne voulait rien entendre, mais cet échec a eu une conséquence dont on parle peu, c'est la dernière grande famine d'Europe. Plus de 30 000 Néerlandais sont morts de faim parce que les Allemands, pour faire payer aux Néerlandais l'aide qu'ils ont apportée aux Britanniques, notamment une grève générale qui a été décrétée depuis longtemps par le gouvernement provisoire néerlandais en exil, a eu des conséquences catastrophiques et les Allemands se sont vengés de façon inhumaine en décrétant un embargo sur les produits alimentaires et les Pays-Bas ont été libérés fin avril 1945. Oui, comme le Danemark et la Norvège. Comme le Danemark et la Norvège. Mais avec un cortège de drames que n'ont pas eu ces deux pays-là. Sur le plan strictement militaire, est-ce que la contre-offensive de von Rundstedt aurait pu marcher si c'était un acte désespéré? Non, je crois que c'était fini à ce moment-là. C'était un acte désespéré qui était... en fait, Hitler avait lancé dès après Arnhem avec l'idée de forcer les Alliés à négocier.
Et il était persuadé qu'il y aurait un retournement d'alliance et que devant le danger soviétique, l'avance soviétique qui était considérable, les alliés de l'Ouest admettraient une paix séparée. Bon, c'est surtout ça. Alors, il y avait une supériorité technologique allemande considérable, il y avait les meilleurs chars, les meilleurs avions, des soldats très entraînés, mais il n'y avait pas d'essence. Et au bout de 15 jours, cette affaire a été complètement pillée. Et puis, il faut rendre hommage à Patton, qui était un militaire de grand talent et qui a réussi à faire tourner son armée de 360 degrés qui était en Alsace pour les faire remonter dans les Ardennes. Ça, c'est un fait d'armes exceptionnel. Autant les Américains étaient peu aguerris au moment du débarquement, autant ils avaient appris, et avec quelqu'un comme Patton, c'était tout à fait spécial. Et c'est là que De Gaulle, Leclerc et la brigade d'Alsace-Lorraine de Malraux décident de ne pas abandonner Strasbourg. Alors ça, c'est fondamental parce que ça participe au miracle français de l'après-guerre. Comment est-ce que la France s'est retrouvée membre du Conseil de sécurité de l'ONU à la table de négociation? C'est grâce à la France, parce que ça c'est un livre qui concerne l'ensemble du conflit, mais on va parler quand même quelques minutes de la France, parce que on a l'impression qu'entre la libération de Paris et le 8 mai, il ne se passe pas grand-chose, et comme vous le dites, en réalité, ces mois-là sont fondateurs pour l'avenir de notre pays. Absolument, absolument. Parce que d'abord, comme De Gaulle l'a dit lui-même, la France rentre chez elle. C'est-à-dire que l'été 44, c'est la fin de l'AMGOP, qui était une occupation militaire américaine. C'est la reconnaissance par les alliés soviétiques et américains du gouvernement provisoire. Ce n'était pas gagné d'avance, hein, pas du tout. Et puis, c'est surtout le fait qu'avec l'affaire de Strasbourg, on prend les positions qui nous permettent de passer le Rhin et de prendre des gages en territoire allemand. Là, il faut rendre hommage à Eisenhower, qui a arrangé beaucoup de coups en faveur du général, parce que les Américains, en particulier Roosevelt, voulaient que la France se retire de Strasbourg. Ça aurait été un drame absolu, ça aurait été un drame humain, parce qu'il y aurait eu des représailles comme à Varsovie, mais surtout, géopolitiquement, ça aurait été tout à fait différent, parce que la France n'aurait pas été en position de passer le Rhin comme elle l'a passé, et de conquérir non seulement la Rhénanie et ce qui fut sa zone d'occupation, jusqu'il n'y a pas très longtemps, mais jusqu'en Bavière. Il ne faut pas oublier que Leclerc est entré le 2 mai à Berchtesgaden, pratiquement la frontière autrichienne. Et d'ailleurs, le capitaine de Boissieu va dans le Nid d'Aigle. Absolument. Et il trouve un exemplaire de la traduction allemande vers l'armée de métier annoté de la main d'Hitler. Annoté de la main d'Hitler avec des choses très 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 élogieuses, ganz gut, etc. Et Malraux est décoré par Delattre à Karlsruhe. Absolument. Et puis il y a cette formidable remontée de la vallée du Rhône, où des gens très connus s'illustrent, mais des gens moins connus, comme le général Brosset, qui est un militaire absolument éblouissant, qui va mourir d'un accident de voiture dans les Vosges en octobre 1944, mais qui est un des grands chefs de la libération. On a parlé de la France, revenons aux Alliés. Il y a une chose que j'ai trouvée très intéressante dans ce livre, c'est Churchill, pour qui nous avons tous une dette immense, parce que s'il n'avait pas été là, la France libre n'aurait pas existé, et sans doute l'Europe libre n'aurait pas existé. C'est le sujet de mon précédent livre, qui était un hommage à Churchill, parce qu'il était tout ça, les Anglais étaient tout prêts, c'était la paix de l'Angleterre en 1940, et c'est grâce à lui que ces bases arrivaient. Il était foncièrement anticommuniste, mais ce qu'on apprend dans ce livre, c'est qu'il a été assez accommodant avec Staline. Très accommodant avec Staline. Alors expliquez-nous ça, parce que ce n'est pas l'image qu'on a vue. C'est vrai. En fait, Yalta s'est joué à Moscou au mois d'octobre, très exactement le 9 octobre 1944. Devant l'avancée considérable des soviétiques au terme de l'opération Bagration, qui a été une très très belle opération militaire avec des millions d'hommes. C'est vraiment cette opération Bagration qui a cassé les reins à la Wehrmacht. Mais, en même temps, elle a placé l'ensemble de l'Europe de l'Est, centrale et de l'Est, sous domination soviétique. Churchill avait, bien avant cela, essayé de plaider pour un débarquement allié dans les Balkans, justement pour ce qu'il appelait le ventre mou de l'Europe, pour
prendre le Reich de revers, mais aussi pour barrer la route aux soviétiques. Et puis Roosevelt ne l'a pas écouté. Et il y a une sorte peut-être pas le mot vengeance, c'était un peu excessif, mais voyant qu'on n'avait pas écouté, il a laissé faire. Et il a fait parler uniquement l'intérêt britannique. Et l'intérêt britannique, c'était de conserver la Grèce sous la domination anglaise. Et donc, il a tout cédé à Staline le 9 octobre 1944 à Moscou, en l'absence de Roosevelt qui était en campagne pour sa 4e élection. Et Staline et lui ont pris un bout de papier. Ce bout de papier a été d'ailleurs publié. Ah oui, il y a des pourcentages avec de zones d'influence. Et la Grèce devait rester 100% britannique, ce qu'elle est restée d'ailleurs jusqu'à la restauration du roi de Grèce. Il y a eu une guerre civile atroce avec les communistes, qui ont été d'ailleurs éradiqués, avec beaucoup de mal. Et que Moscou n'a pas soutenu. Britannique, que Moscou n'a pas soutenu. Et donc, pour garder un pied en Méditerranée orientale, eh bien, Churchill a laissé l'essentiel de l'Europe de l'Est à Staline. Ça, c'est un fait. Et ce fait était déjà entériné, acté, quand, en février 1945, les Alliés se sont retrouvés à Yalta. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Mais justement parce que certaines vérités méritaient d'être rappelées et pour certaines dites. Ce qui n'était pas toujours le cas, parce qu'on se contente souvent de grandes fresques militaires, mais la psychologie joue un grand rôle. Il y a une idée reçue que vous démontez qui est l'efficacité des bombardements massifs. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? L'efficacité que je me rends doute. Oui, bien sûr. Absolument. Alors ça, c'est une chose qui est absolument connue, puisque ça a été instrumenté, documenté dès le procès de Nuremberg. À Nuremberg, Speer, ministre de la production du Reich, s'est vanté de produire 4 fois plus en 1944 qu'en 1942. En 1944, l'Allemagne était une poule de chagrin, le Reich était une poule de chagrin. En 1942, elle devenait la moitié de l'Europe. Pourquoi? Parce que l'industrie allemande s'était enterrée. Et donc, elle a continué à produire. Alors, les Américains produisaient plus, bien sûr, ils étaient l'arsenal de la démocratie, mais les productions allemandes étaient encore considérables. Ce qui a vraiment scellé la fin du Reich, c'est l'absence de pétrole, l'absence d'essence et l'absence d'aviateurs. À partir de 1943, il n'y a plus d'aviateurs, la Luftwaffe est gommée littéralement du ciel d'Europe. Quant au mois d'octobre 1944, les puits de pétrole roumains sont au tombement des soviétiques, c'est le début de la fin, et le pétrole roi s'est terminé à partir de février 1945. Et c'est ça qui a vraiment acté les choses, qui aurait pu durer peut-être encore plus s'il n'y avait pas eu ça. On parlait de l'offensive des Ardennes, elle s'est arrêtée faute d'essence. On a parlé au début de cet entretien des erreurs stratégiques. Et comme dernière question, je voudrais qu'on évoque les erreurs psychologiques. Les Alliés face à l'Allemagne nazie dans cette année, dans cette dernière année décisive de la Deuxième Guerre mondiale. Je prendrai 2 exemples seulement. Il y a une erreur fondamentale qui était faite sur la signification du 20 juillet 1944. Le 20 juillet 1944 n'était pas le début d'une révolte contre Hitler. C'était quelques officiers courageux mais très mal organisés, et la propagande de Goebbels a parfaitement retourné les choses en convainquant le peuple allemand, et ça on le sait très bien, parce que la Gestapo ne faisait pas que terroriser les gens, elle faisait aussi des sondages d'opinion, et des rapports de police très bien faits montrent qu'après le 20 juillet, le peuple allemand était totalement persuadé que c'était une instrumentalisation des Alliés pour faire un coup de poignard dans le dos comme en 1918. Et donc ça resserrait les rangs des Allemands derrière Hitler. Paradoxalement, et ça, personne ne l'avait compris. Personne ne l'avait compris. En plus, ça a donné l'occasion d'une terreur accrue, puisque c'est Himmler qui a pris pratiquement les commandes
à la place de Göring. Donc on a même parlé de Peter Longridge, qui est un grand historien allemand, a parlé d'un État SS à partir de ce moment-là. Deuxième erreur, considérable, la presse américaine a fait état, alors qu'elle n'aurait jamais dû le faire, du plan Morgenthau. Oui. Le plan Morgenthau, c'est Pastoralisation de l'Allemagne. Pastoralisation de l'Allemagne. On éradiquait absolument toute activité industrielle du territoire allemand. Ça allait même très loin, puisqu'on a arrêté l'éducation primaire, il n'y avait plus d'université, etc., etc. Et Morgenthau s'en est vanté. Il s'en est vanté, la presse américaine en a parlé, ça c'était au moment de la conférence de Québec en septembre 1944. La presse allemande, évidemment, l'a repris. Et le plan Morgenthau a dit, le général Marshall, qui était le chef d'état-major de Roosevelt, c'est comme si on avait ajouté 30 divisions à la Wehrmacht, qui était moribonde à l'époque. Ça a joué le rôle de 30 divisions. Ça a été deux erreurs qui ont participé au prolongement du massacre. En tout cas, merci Éric Branca pour ce livre que je vous conseille de lire. Il y a quoi, une douzaine de chapitres, presque un peu plus, puisqu'il y a 10 mois, mais 12 chapitres. C'est comme toujours avec Éric Branca, très très bien écrit, très bien documenté, et c'est une manière formidable de relire l'histoire fondatrice de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Merci encore. Merci.